OK. Donc, je ne vois pas personne, là, mais je vois qu'il y a du monde. Fait que, bonjour tout le monde. Je suis vraiment reconnaissant d'être ici. Merci d'avoir assisté à ma conférence et ou de vous être pris une table à l'avance pour dîner. Vous allez voir le symbole, dans le fond, de la petite chandelle. Là. Il va être important dans ma présentation. Aujourd'hui, je vais faire une présentation sur la créativité. Et puis, cette symbolique-là, pour moi, va représenter la créativité en nous. Donc, la petite chandelle, c'est ne pas l'éteindre, s'il vous plaît. C'est ça le but de la conférence. Comment qu'on garde cette petite bougie-là allumée chez nos gens? Parce que si ça s'est éteint, il ne nous reste plus grand-chose. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce qu'on va faire durant la présentation, c'est qu'on va regarder un petit peu les patterns qui font que cette bougie-là peut s'éteindre. On va regarder comment on peut la garder allumée, c'est quoi les trucs. Mais aussi, je vais creuser un petit peu dans les types de créativité parce qu'il y a une neuroscience qui est vraiment intéressante, qui a été creusée là-dessus. Fait que je vais essayer de vous amener un petit peu sur ce plan-là en présentant les outils en même temps. Donc, je me présente, je m'appelle Hugo Aymon, je suis commodore de l'agilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Commodore du coaching, commodore de l'agilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. Petite histoire personnelle par rapport à ça, là, si je peux comme un petit peu faire une espèce d'aparté. Il y a 4 ans, ou 3 ans et demi, 4 ans, j'ai une grosse remise en question. Puis je ne savais pas vraiment où est-ce que je m'en allais. J'avais un choix à faire, j'avais des entrevues à passer, je voulais regarder un petit peu dans quoi je m'orientais. Puis je trouvais que mon titre il était super limitatif. Parce que je regardais, dans le fond, mon CV, je regardais l'emploi que je venais d'avoir, puis les emplois que je voulais peut-être avoir. Puis là, je disais, ouais, non, il n'y a pas de fit. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Puis là, bien, à force de me questionner, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, il faut que je laisse sortir ça, puis il faut que je me dise juste comment je simplifie ça pour rester ancré sur 3 choses. Première chose, c'est qui je veux être. Dans quel genre de contexte je veux travailler, puis c'est quoi les outils que je veux utiliser, c'est quoi les choses que je veux faire, c'est quoi l'impact que je vais avoir. Fait que j'ai pris une feuille 8,5 par 11, j'ai écrit là-dessus, puis je me suis juste dit, OK, je tiens là-dessus, puis peu importe c'est quoi l'emploi que je vais trouver, j'ai appliqué dans un cirque, j'ai fait, c'est même pas une joke, puis j'ai fait plein de démarches comme ça pour finalement me ramasser à connecter avec un groupe. Puis après ça, bien, j'ai dû annoncer à ma famille qu'on déménageait à Vancouver. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, si je remets la présentation là-dessus, je pense que la raison pourquoi je suis allé là, c'est un petit peu pour montrer que sans cette créativité-là, sans cette flamme-là qui m'allume, je ne me serais pas ramassé dans la situation où est-ce que je suis présentement. Puis, je me sens super bien et super connecté avec ça, mais si j'avais tout simplement essayé d'être performant puis répondre aux questions puis fitter dans un moule, j'aurais jamais pu me déployer comme je me suis déployé. Petit aparté, dans le fond, pour la créativité, je pense que dans le titre de ma conférence, on parle de créativité plus que la performance. Je n'irai jamais prétendre que la performance, c'est zéro important ou c'est pas important. Ce que je fais, c'est que je dis, et si on le mettait en opposition, de la même façon qu'on le fait dans le manifeste agile, et si on le mettait en opposition et on regardait faire passer la créativité avant la performance. Le premier obstacle qu'on rencontre tous, puis que j'ai rencontré moi-même quand j'ai monté cette conférence-là, c'était moi-même. C'était mon ego qui me disait, avec mes croyances, qui me disait « T'es qui pour faire ça? T'en connais-tu assez? » tu vas te présenter devant du monde puis tu vas dire ça, tu sais. Mais ces croyances-là, dans le fond, sont incapacitantes. Mais quand tu passes par-dessus puis tu regardes c'est quoi que tu es puis ton essence, tu dis, je veux-tu vraiment le partager? J'ai-tu vraiment le goût de partager ça? Bien, passer par-dessus ça, après ça, il n'y a pas de limite. Fait que c'est sûr que la première limite qu'on va rencontrer, c'est le jeu à l'intérieur, nos préconceptions, nos croyances, puis il faut passer par-dessus ça. Si tu te laisses arrêter par tes croyances, tu n'as pas de créativité. En plus, je me disais, moi j'ai juste fait un petit graffiti sur le manifeste agile. Il y en a qui ont fait pas mal pire. Je me suis dit, bon, on va y aller avec ça. Deuxième obstacle ou deuxième, je dirais, préconception par rapport à la créativité, c'est l'image sociale qu'on en a. Je ne sais pas, par main levée, si vous connaissez tous ce personnage-là. Très populaire, Gaston Lagaffe, merci beaucoup.
Gaston Lagaffe, il est lâche. Gaston Lagaffe, il n'écoute pas vraiment ce que son boss dit. Tout le monde stresse autour de lui. Mais c'est un créatif. Il a des idées, il nous sort des affaires. Mais moi, j'ai grandi avec ce modèle-là, puis je ne voulais pas être ça. Je voulais faire plaisir à mes parents, je voulais faire plaisir à mon boss. Être un créatif, pour moi, c'était comme, ben voyons, ça ne fit pas, me semble, dans le moule. T'sais. Fait que c'est sûr que cette préconception sociale-là, elle est forte. Si on donne cette image-là de dire, puis je l'entends souvent, mais tu sais, si on les laisse dans leur coin sans les surveiller, sans les contrôler, on ne sait pas ce qui va arriver. T'sais. Fait que, juste de le regarder comme ça, il y a un type qui s'appelle Ken Wilber qui est génial pour ceux qui sont familiers avec la théorie intégrale. Le but, c'est juste de changer de lunettes, puis de regarder un phénomène de différentes façons. Moi, j'allais regarder la créativité, comme je vous ai montré, à l'intérieur de moi, mais aussi de quelle pression sociale il y avait, donc en tant que groupe social, comment on pouvait l'avoir, mais il y a aussi à l'extérieur, après ça, comment on agit. Ce que Ken Wilber fait, c'est que tu peux changer de paire de lunettes, puis tu vas le regarder de ces 4 angles-là. Tu vas le regarder à l'intérieur de toi. Après ça, comment tu agis à l'extérieur. À l'intérieur du groupe, c'est quoi nos croyances, c'est quoi nos perceptions. Puis après, on va le sortir. Super simple. Changer de paire de lunettes, c'est super important. D'ailleurs, je pense que la façon que ça s'exprime après ça, c'est qu'on regarde la performance. Puis si on regarde la performance, puis comment on la mesure, mais on a beaucoup de façons de la mesurer, la performance. On est super bon là-dedans. On va faire des évaluations individuelles de performance. On va évaluer la performance d'un groupe ou ça peut même être la santé d'un groupe. On est super bon pour mesurer. On va faire des évaluations 360. On peut faire des KPI, OKR. On va mesurer notre Kanban. On est-tu bon, on est performant. On peut mesurer l'agilité. On peut se créer plein de graphiques. On peut mesurer nos bénéfices aussi. Est-ce qu'on livre la valeur? On va mesurer la valeur qu'on livre. Un de mes préférés, on va essayer d'améliorer la vélocité. Et le grand gagnant, la certification. Donc, moi, je vais me dire, je suis performant parce que je suis certifié. Regardez ça. Regardez mon profil LinkedIn. Right? Ce qu'on a à se demander, c'est cette performance-là, c'est-tu vraiment un besoin? C'est quoi un besoin? Là? Quand on pense aux besoins qu'on a comme être humain, là, levez vos mains si vous pensez que la performance, c'est un besoin. Je pose la question, là, dans le fond. Ah, OK. Quelques mains levées encore. Ce n'est pas un besoin à performance, c'est une stratégie, mais on va remplir des besoins. On a besoin de se réaliser, on a besoin d'appartenance au groupe. On va tous avoir ces besoins-là qui sont derrière, puis on va utiliser la performance comme stratégie. Fait que moi, quand je le mets en opposition, je dis, bien, c'est quoi l'autre stratégie? Puis je vous donne des exemples un petit peu dans mon expérience personnelle, puis c'est du bien fondé, là, dans le sens qu'au moment où est-ce que ces choses-là sont arrivées, moi, je pensais, ou que, bien, selon ce que je connaissais, puis dans le contexte que j'étais, je faisais le meilleur travail possible. Donc, il n'y a vraiment pas de honte à ça. Par contre, quand j'observe un petit peu comment j'ai agi, puis je vais utiliser Scrum comme exemple, c'est assez simple. Si on regarde les équipes pour lesquelles j'étais gestionnaire ou j'étais participant ou j'étais coach, puis là, on leur donnait des sprints un en arrière de l'autre. C'était sprint, 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 sprint. Il n'y avait pas vraiment de discussion sur la créativité ou de place pour ça. C'était, bien, on y va, on livre, puis il y a tout le temps quelque chose. Puis même quand on disait, on va vous faire de quoi de spécial, on va faire un sprint 0, il y avait toujours la performance en arrière quand même. C'était du sprint 0, il était focus, il fallait exactement réaliser ces choses-là. Dans mon expérience, c'était jamais relax. Bien, jamais relax. Je pense que c'est pas vraiment en opposition être relax ou énervé. Ce que je veux dire plus, c'est qu'il n'y avait pas de place à la créativité. Un autre exemple, c'est les rétrospectives. Puis, ça, c'est un petit peu une blague. C'est des gestionnaires qui disent qui qu'on pourrait blâmer. Mais je l'ai vu dans des équipes. Tu t'assois avec une équipe, tu fais une rétrospective, puis les mêmes points reviennent tout le temps, puis c'est toujours la faute des autres. L'équipe va te parler, ils vont te dire mais il y a tel phénomène dont on est victime, puis rétrospective après rétrospective, ils en parlent. Puis c'est toujours la faute de quelqu'un extérieur, donc on ne peut rien faire, puis on va toujours ramener le sujet. Mais quand est-ce qu'on a été créatif, puis on a dit, bon, on peut-tu avoir de l'influence? Y a-t-il moyen de régler ce problème-là? On peut-tu leur parler à cette équipe-là? Bien, j'ai été longtemps à observer ce phénomène-là, puis rien faire, tu sais. Le dernier aussi, je vais prendre une petite gorgée d'eau, désolé. C'est bien. Le dernier aussi, c'est ce que j'appelais le phénomène du Scrum Master of Puppets. C'est moi, comme Scrum Master, qui regardais mon rôle comme étant un rôle de performance. Il fallait que je sois super bon dans ma facilitation.
Mais je la tunais tellement qu'à un moment donné, je me disais, OK, la mêlée là, quotidienne, c'est 15 minutes. Si quelqu'un est hors sujet, là, m'a le calé. Puis ça ne sera pas long. Puis on avait des outils pour ça. Même, il était un temps qu'on avait des choses, on tenait une affaire pesante dans nos mains, puis on le passait à l'autre. Ce que je ne me rendais pas compte, c'est que dans mon groupe, dans mon équipe, il y en avait qui avaient besoin, pas beaucoup de temps, là, mais de cette petite minute-là pour énoncer leur affaire, pour créer de la curiosité dans l'équipe. Puis moi, bien, je leur coupais l'herbe sous le pied tout de suite en partant. Puis mon préféré all-time, c'est de dire, bien, on va fournir tout à l'équipe. Tu sais, si on regarde, dans le fond, des étapes d'analyse, là, puis on amène ça, puis c'est tout prêt, puis tout ce que les équipes ont à faire à la fin, c'est développé. Bien, tout ce temps-là que tu as passé, oui, il y a eu de la créativité, mais l'équipe a été exclue de cette créativité-là, puis à la fin, bien, il ne leur reste pas grand-chose. Bon, ils vont se nourrir des miettes qu'on va donner, mais après ça, on va pouvoir les blâmer s'ils ne corrigent pas. Ça m'est déjà arrivé, mais je pense que dans le monde agile, puis dans la réalité actuelle, on est un petit peu meilleur avec ça. Parce qu'on ne veut pas se rendre là. Dans le fond, une histoire super intéressante sur l'intelligence artificielle, c'est que j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui avait écrit un blog à l'interne, puis il me disait « Hey, j'ai écrit un super blog à l'interne sur comment je vais aller chercher toutes les données de nos utilisateurs, puis je vais créer une espèce de demande pour une feature selon les comportements qu'on a sur le marché. On va pouvoir créer ça, puis on va pouvoir après ça voir si c'est correct, puis on pourra le donner à l'équipe. » Ce que ce gars-là ne savait pas, c'est que l'équipe à l'interne, il y a un autre gars qui avait écrit un blog sur le même sujet, mais lui, il voulait prendre ce que l'autre y donnait, puis utiliser l'intelligence artificielle pour le faire. C'est ça. Un livre qui m'a beaucoup inspiré, là, si jamais vous cherchez de la lecture qui est vraiment hors champ, parce que vous allez voir c'est quoi mon type de créativité tout à l'heure. C'est un auteur qui s'appelle Rick Rubin. Rick Rubin, c'est un membre fondateur des Beastie Boys. C'est un auteur aussi, puis il facilite de la méditation, il fait plein de choses, mais c'est un réalisateur de disques légendaires. Puis il a travaillé avec des groupes, des très gros noms qui étaient sous pression. Puis lui, sa façon de travailler avec eux autres, c'est de dire, OK, on va encadrer cette créativité-là dans un contexte qui va vous permettre de le faire évoluer puis de la maximiser, sans dire, ah, ben va-t'en, puis fais ton album pendant des mois, puis après ça, quand il sera prêt, puis tu verras, là, on l'enregistrera comme tu veux, puis on va le mettre. Tu sais, il est un petit peu plus encadrant que ça, puis sa croyance, c'est que la créativité, elle est là dans chaque personne qui participe. Lui, en tant que réalisateur, les musiciens, tout le monde a sa créativité, puis on a tous accès à ça, puis en ayant accès à ça, bien, on peut réaliser les choses. Donc, si on le voit comme une stratégie, la créativité, la première chose qu'on peut voir, c'est dire, OK, parfait, je le mets en place, mais ça marche-tu vraiment? Fait que moi, j'ai dit, mais je vais chercher des exemples de compagnies parce que je veux comme prouver mon point au superbe groupe de personnes que vous êtes aujourd'hui. J'en ai trouvé deux, moi, que je trouvais super intéressants. Le premier, c'est un type qui travaillait à la Sécurité sociale belge. Puis ce qu'il est allé faire, lui, c'est qu'il est allé passer l'entrevue pour être le chef. Quand il a passé son entrevue, il a dit « On va mesurer les gens, on va avoir l'équipe la plus performante, on va avoir des cibles, inquiétez-vous pas, je prends ça en main. » Ce type-là, il s'appelle Frank von Massenhoff. Quand il a pris les rênes, il n'a pas fait ça du tout. Fait qu'il a regardé, il a sorti un petit peu du cadre, puis il a regardé, il a dit « Est-ce qu'on fait des réunions pour faire des réunions? Est-ce qu'on va enlever ces affaires-là? Est-ce qu'on parle d'innovation? Hey, c'est plate, la sécurité sociale, ça a-tu innové dans les dernières années? Non. Mais on peut-tu innover notre façon de travailler? » Fait que là, ils ont commencé à faire ça, puis à un moment donné, il s'est mis à créer un rôle, il a appelé ça un absurdistanen, qui est en fait un coach, puis cette personne-là, son seul rôle, c'est d'aller challenger créativement les équipes. Fait qu'il se promène, puis contextuellement de qu'est-ce que l'équipe est en train de faire, il va juste leur pitcher des challenges comme ça. Le résultat de tout ça, c'est qu'après un bout de temps, la quantité de dépression puis la quantité de monde qui partait dans le ministère de la Sécurité sociale, qui était un désastre à ce moment-là en Belgique, a complètement diminué. Ce qu'ils se sont rendus compte aussi, c'est que ces ressources non spécialisées, ou j'aime pas dire ressources, mais c'était ça qui était dans le texte là, quand je l'ai lu, désolé, mais les employés ou les membres de l'équipe qui étaient en fait peu spécialisés
trouvaient plus leur place, ils se sentaient plus inclus dans l'équipe. Là, il y avait de la misère. Puis leur façon de se valoriser a changé. Parce que là, leur nouvelle façon de se valoriser, c'était « Hey, on va se former. On va essayer de se remettre au diapason avec l'équipe, puis nous autres, innover à notre façon. » Mais lui, ce qu'il a fait, puis qui a encouragé le monde, c'est « On va vous prendre d'où vous êtes. Allez vers l'avant, on va vous amener avec nous autres, inquiétez-vous pas. » Puis c'est là que tout s'est développé. C'est une super belle histoire. J'ai mis le lien dans la présentation, si vous êtes intéressé à le lire. Je regarde le temps. Parfait. Ça va bien, ça va bien. Si jamais vous êtes intéressé par les conférences, bien, je pense que vous l'êtes parce que vous êtes ici aujourd'hui. Il y en a une qui est magnifique, qui se fait en ligne, qui s'appelle Leading Complexity. C'est CRISP, qui est la compagnie qui l'a organisée l'année passée. Ils sont célèbres pour Spotify, Lego, ils travaillent avec beaucoup de compagnies en Suède. Dans cette conférence-là, j'ai eu la chance de faire un workshop avec Robert Keegan, qui est un de mes héros, mais quelque chose que j'ai accroché beaucoup, un des présentateurs qui s'appelle Bill Fisher. Bill Fisher, c'est un type qui a travaillé avec des grosses compagnies chinoises pendant plusieurs années. Puis on voit tout le temps la Chine comme étant archaïque, un petit peu arriérée, puis mais on ne sait pas trop ce qui se passe en Chine. Mais Bill Fisher, lui, il va souvent, puis il parle vraiment aux grosses compagnies. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Ayer, par main levée. Okay. Avez-vous des électroménagers chez vous? Vous êtes familier avec Ayer. Ils possèdent la plupart des compagnies d'électroménagers, dont, écoutez, là, vous irez sur leur site web, là, vous verrez toutes les compagnies qu'ils possèdent, mais c'est le plus gros manufacturier, la plus grosse compagnie de manufacturier d'électroménager. Ils ont parti d'une qualité médiocre. Il y a un gestionnaire qui est arrivé un jour et qui a dit « On va tout sortir l'inventaire dehors, là, puis on va tout le défaire en masse, puis on recommence. » C'était à ce point-là. Il y avait de la satisfaction clientèle qui était dégueulasse dans les années 80. C'était vraiment un gros problème. Et étape par étape, en faisant des gros changements, mais en avançant comme ça, ils sont devenus le plus gros manufacturier au monde. Mais avant d'être le plus gros manufacturier au monde, ils étaient juste en Chine, puis ils essayaient de se développer, puis ça ne marchait pas à l'international. Ils faisaient des acquisitions, mais ça ne marchait pas non plus. Jusqu'à temps qu'ils disent, on va faire de l'entrepreneurship, puis on va dire à nos gens, si tu as une bonne idée, on va te financer une équipe. Si on n'a pas d'équipe à te financer, on peut te financer toi pour que tu te partes une entreprise. Puis c'est comme ça qu'ils ont grossi, puis qu'ils ont commencé à dire, on va exploiter la créativité de nos employés, on va les amener. Il y a plein de choses qui encadrent ça. Là. Moi, je regarde juste l'aspect créativité. Mais on va vous amener à participer à ce point-là. Puis l'histoire qui comptait, c'est l'histoire du mini-frigo, qui est un exemple parmi tant d'autres de ce qui s'est passé. C'est un des employés qui faisait la file avec son fils pour aller se faire vacciner. Puis là, il attendait, puis il y avait une expérience d'utilisateur un petit peu médiocre. Si on regarde l'expérience du vaccin, prendre rendez-vous, tout ça. Puis quand il est arrivé dans la salle pour faire vacciner son fils, quand c'était en faire son tour, ils ont jeté les vaccins devant lui. Là, ils ont dit, il faut attendre une demi-heure, on va avoir une nouvelle livraison de vaccins. Fait que lui, il s'est mis à discuter avec les employés, avec les infirmières. Là, il a dit, mais pourquoi vous jetez les vaccins? Ils ont dit, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on passe notre temps à ouvrir puis fermer le frigo. Puis les vaccins, bien, ils ne peuvent pas survivre dans ces conditions-là. Fait qu'après un certain temps, pour ne pas prendre de chance, on les jette. Fait que là, lui, il s'est mis à réfléchir puis il a dit, ouais, mais ça n'a aucun sens, ça, tu sais. Fait que là, il s'est mis à penser à un concept, puis il a regardé un petit peu l'expérience. Il a dépassé, tu sais, vu qu'il a passé du temps avec eux autres, il s'est mis à tout dessiner son affaire, puis il a dit, je pense qu'il y a une opportunité là-dedans. Lui, son idée principale, c'était très simple. Il s'est dit, je vais faire un petit frigo à 8 portes. Comme ça, bien, on va en mettre la quantité juste qu'on a besoin, puis on va travailler avec ça. Mais quand il a présenté son plan d'affaires, il était super ambitieux. Il a dit, nous autres, on va regarder, puis on va révolutionner ça. Puis on va regarder dès la prise de rendez-vous, on va tout connecter avec le frigo pour savoir si on a la bonne quantité, puis jusqu'à la salle d'attente à la fin, après le vaccin. Puis ça existe maintenant, cette compagnie-là, qui fait ça. Puis c'est juste en exploitant la créativité d'un employé. Des fois, on dit les employés ont des bonnes idées ou ils n'ont pas d'idées. Des fois, on s'arrête, ou les gens s'arrêtent eux-mêmes parce qu'ils ont une bonne idée, mais ils n'osent pas. Puis des fois, ils se disent, mais probablement que tout le monde a la même idée que moi. Fait que c'est ça le gros différentiel, c'est de dire on fait le pas entre on a des bonnes idées puis on pourrait faire quelque chose et en exploitant la créativité, on fait vraiment quelque chose. Dernière parenthèse, je pense que si on va à l'autre extrême, tantôt j'ai parlé, les gens se font remplacer par de l'intelligence artificielle. À l'autre extrême, on a des créatifs.
Et ce que j'ai fait comme exercice, c'est que j'ai commencé à parler à des gens qui faisaient ça comme métier. Fait que ça peut être des réalisateurs de dessins animés. J'ai parlé avec des musiciens. J'ai parlé avec mes équipes de design puis d'expérience utilisateur. Puis là, je leur ai parlé. J'ai dit, raconte-moi ta vie. Toi, là, tu es considéré comme un créatif, innovateur. C'est ça ta vie. C'est merveilleux. Puis ils m'ont dit, ben non. C'est pas si le fun que ça, ma vie. J'ai toujours des deadlines. Constamment, je suis obligé d'arrêter ma créativité puis finir quelque chose puis de le livrer. Tu sais. Puis de temps en temps, c'est encore pire qu'un deadline, j'ai un gros rush. Puis ça, ben ça ne pardonne pas. C'est plusieurs jours de travail, puis on regarde plus notre temps, on ne mange plus pour pouvoir livrer à une telle date. Tu sais, Alistair parlait du Black Friday ou des trucs comme ça, bien eux, ça fait partie de leur réalité. Quand le film, il faut qu'il sorte, que ça a été annoncé par le studio, il faut qu'il sorte. Par contre, quand on observe le phénomène, puis je reviens aussi au livre de Rick Rubin, qui est super intéressant parce qu'il en parle là-dedans des deadlines, à force de conversation, on en est venu à 5 conclusions en discutant. La première conclusion, c'est qu'eux, ils disaient, bien oui, la créativité, c'est notre essence. Si tu m'enlèves ça, puis tu me la coupes complètement, je ne peux même pas travailler. Fait que c'est ça mon moteur. Fait que oui, je suis content d'être dans un milieu créatif puis d'être alimenté de cette façon-là, puis il faut que ça soit comme ça. L'autre affaire, c'est un deadline au moment approprié, c'est une bonne chose. Puis je vais sortir un petit peu de l'exemple de la création de films. On va parler d'un musicien. Ton idée où elle va germer, ta chanson, tu vas la faire, elle va être prête, tu pourrais la livrer au monde. Puis là, à ce moment-là, tu pourrais te dire, ouais, mais j'aurais pu faire mieux que ça. Peut-être que je pourrais la recomposer ou la changer comme ça. Mais il y a un certain moment où est-ce que tu dois laisser aller les choses dans le monde. C'est ça qui est dur, c'est de laisser aller. Tu as créé quelque chose, puis tu te dis, là, j'ai un produit, hey, by the way, il peut y en avoir un autre après. Là. Ça finit pas là, à moins que tu meurs de même. Là. Regarde, ça, on ne peut rien faire pour ça, mais tes idées sont encore là, ta créativité est encore là. Puis c'est la même affaire avec les équipes d'expérience utilisateur. Là, des fois, on finit des fonctionnalités, on les livre en production, puis ils font. Et avoir su dès le début que ça allait être comme ça, que les utilisateurs l'utiliseraient, là, je ne l'aurais jamais fait de même. Là, ils paniquent, puis ils se sentent mal par rapport à ça. Ils ne devraient pas. Le deadline, il est là pour lancer quelque chose dans le monde, mais il faut qu'il y ait une suite après. Puis en agilité, on est bon là-dedans quand même, pour faire des itérations. Besoin d'espace pour se laisser aller. De temps en temps, ces créatifs-là, il faut que tu leur donnes carte blanche. Parce que c'est pas vrai que juste en faisant des rushs, ils vont survivre puis ils vont continuer à être heureux dans leur métier. Les deux autres, moi, je les trouvais quand même évidents, mais c'est vraiment quand tu le mets dans un contexte d'entreprise puis tu sors de ce milieu créatif-là que ça prend son sens. Plus on s'entraîne, plus la créativité devient une seconde nature. Si on la nourrit pas, cette créativité-là, comme jardinier, comme bon gestionnaire ou accompagnateur ou membre d'équipe ou leader, bien, il ne s'en créera pas, ça ne nourrira pas ton équipe, puis il ne s'en créera pas autour autant qu'il pourrait s'en créer. Puis le dernier, c'est la suite. Plus tu es entouré de gens créatifs, plus ça te motive à le devenir, plus les idées vont sortir. Bon. Maintenant, c'est sûr que là, on se dit, OK, là, on est à l'autre extrême, là, on est rendu dans le full créatif. Mais là, on va rester un petit peu plus dans le concret. Puis ce que j'aimerais ça observer avec vous autres, c'est ce qu'un type qui s'appelle Arne Dietrich, qui est un neuroscientifique. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déterminé, il est allé chercher c'est quoi les types de créativité principaux. Fait qu'il nous a fait un beau modèle à 4 cadrans. Tout le monde aime les beaux modèles à 4 cadrans, ça simplifie les choses, c'est parfait. Dans son modèle, lui, il a dit, regarde, je vais y aller vraiment très, très simplement. Je vais appeler ça délibéré cognitif, délibéré émotionnel, spontané cognitif, spontané émotionnel. La grosse différence entre comme ces sphères-là, moi, je pense que le différenciateur, puis vous allez le voir tantôt, c'est le faire de façon consciente puis le faire de façon inconsciente. Donc, c'est sûr qu'on a tout notre dominant. Tout à l'heure, je vais vous parler du mien, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès aux autres types. Donc, comme dans tous les modèles à 4 cadrans, on a notre préféré, où est-ce qu'on se tient, mais on a les autres possibilités qui sont autour. Donc, si on les regarde dans le détail, le délibéré cognitif, je pense que le meilleur exemple, c'est Thomas Edison.
D'ailleurs, Thomas Edison, il y a un beau musée à son honneur au New Jersey, où est-ce que vous pouvez aller visiter ses laboratoires. Ça existe encore. Les gens aux États-Unis l'adulent. Puis je pense que ça coûtait 30 $, ça ne m'intéressait pas, mais ça existe, si jamais vous voulez aller le voir. Mais Thomas Edison, c'est un expérimentateur. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il rassemblait des informations que les autres trouvaient, puis il essayait de créer de quoi de nouveau avec ça. Fait qu'il allait chercher tout ça, puis à tous les jours, il était dans le laboratoire. Il se levait le matin, il rentrait dans le laboratoire jusqu'au soir, puis il répétait, puis il y avait une équipe aussi avec lui qui faisait ça. Donc, délibéré cognitif, ça veut dire je suis conscient de ce que je le fais de façon délibérée, puis je le fais de façon encadrée, répétitive. Donc, dans nos milieux, le but, c'est d'offrir des possibilités, puis ces cadres-là, de dire hey, on a un laboratoire où on a une façon de faire de la créativité pour appeler à ce type de créativité-là. Je vais vous donner quelques exemples, mais on pourra en reparler, puis je pourrais en avoir encore plus que ça. La communauté de pratique, c'est un bon exemple. On va dire, on va prendre des gens qui sont passionnés par quelque chose, on va les mettre ensemble, puis on va les laisser en discuter. On va voir qu'est-ce qui va en sortir. Des conseils aussi. On a le conseil, notre équipe d'assurance qualité, on va faire une communauté d'assurance qualité, on va parler de ça. Génial. Les hackathons, donc on va dire, on se prend 2 jours, 3 jours, une journée, tout dépendant du temps que vous avez, puis on se donne un but qu'à la fin de ce moment-là, on sort quelque chose. Puis vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous pouvez faire l'équipe comme vous voulez. Le but à la fin, tu peux faire une petite compétition avec, c'est de sortir quelque chose. Ah, là, on a un milieu encadré de créativité. Le dernier, c'est de faire des prototypes. T'sais, des fois, on dit l'équipe, elle travaille sur quelque chose, puis mais c'est difficile cette affaire-là, on ne sait pas quoi faire. Fait qu'on va dire on va faire une preuve de concept. Parfait. Fait que là, tu peux lancer l'équipe, tu encadres ta preuve de concept. Puis ça, en passant, là, si jamais vous ne faites pas ça, quand vous créez un billet pour un spike ou un prototype, s'il vous plaît, les critères d'acceptation, ça aide l'équipe, ça ne leur nuit pas, ça leur donne un cadre, encore une fois, s'ils sont de ce type de créativité-là. 3 autres exemples rapidement. Coding Dojo, recherchez ça si vous n'avez jamais vu. C'est un cadre pour faire de l'apprentissage actif avec une équipe. Fait qu'ils vont travailler comme un petit peu en semi-mob programming, ça je vais en reparler. Mais ils vont travailler en équipe puis ils vont dire OK, aujourd'hui, là, les tests unitaires, c'est ça qu'on travaille dans notre dojo. Fait que ça peut être un exemple imaginaire ou du vrai code, mais c'est vraiment encadré. Une autre affaire, c'est un bootcamp. Un bootcamp, dans le fond, c'est une formation où est-ce qu'on retire l'équipe de son milieu puis on dit OK, bien là, aujourd'hui, vous êtes en bootcamp sur la sécurité, sur la performance, ça peut être une thématique. Puis là, dans le fond, il y a des petites formations, mais il y a des exercices à travers. Puis l'autre extrême, qui ressemble un petit peu au hackathon, mais c'est le Game Day. Mais le Game Day est imaginaire, en fait. Cet exemple-là, c'est Red Queen, c'est un de mes collègues qui avait fait ça. Puis, dans le fond, c'était comme un défi que lui, il avait situé ça dans l'espace. Puis là, c'était une intelligence artificielle qui était en train de prendre le contrôle du vaisseau, puis il fallait sauver le vaisseau. C'était un vrai jeu. Par contre, lui, dans son jeu, il avait mis un cadre pour justement aller chercher de la créativité de son équipe pour, après ça, appliquer ce qu'ils avaient appris durant cet exercice-là à leur vraie situation. Puis le lien se faisait super facilement. J'étais quand même impressionné. OK. Deuxième exemple, délibéré émotionnel. OK. Là, on avait délibéré avant, déjà, mais là, on est du côté émotionnel. C'est quoi la différence du côté émotionnel? C'est que la personne, elle est consciente, elle travaille là-dessus, mais il faut que tu lui donnes du temps. Tu ne peux pas dire, OK, rentre dans le lab à tous les jours de telle heure à telle heure, puis sors-moi une idée. Par contre, tu peux les challenger en disant, moi, j'ai cette question-là pour toi, puis je te donne ça dans les mains, tu sais, membre de l'équipe, pars avec ça, puis toi, ben, tu travailles là-dessus, puis tu nous reviendras avec tes conclusions. Bon, c'est sûr que tu ne vas pas donner un délai infini d'1 an, mais cette personne-là, dans le fond, elle va être motivée par le temps passé à réfléchir là-dessus. On ne sait pas quand la solution va sortir, mais elle va sortir. L'exemple qu'il donne, c'est Archimède, lui, il réfléchissait vraiment sur le déplacement des objets, puis sur les masses, puis sur la physique. Puis c'est en prenant son bain que la légende dit qu'il a créé Eureka, mais ce qu'il s'est rendu compte, c'était que l'eau débordait, puis il a fait « Ah, c'est le déplacement de l'eau, c'est ma masse qui a fait dépasser l'eau. » Puis là, tout s'est aligné, puis il a fait « OK, parfait. » Puis là, il a écrit sa règle. Vous allez voir un autre exemple.
après d'un autre scientifique qui a eu une expérience similaire, mais ce n'est pas la même chose, parce que lui, il était conscient de ce qu'il faisait. Il travaillait là-dessus, puis c'était vraiment ça son but. C'est juste à donner d'être dans son bain, puis partir courir nu, très heureux d'avoir fait sa découverte après. Délibéré émotionnel. Donc, délibéré émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement de leur donner du temps. Donc, de quoi ça a l'air en réalité? Parce qu'on ne peut pas donner infini de temps, mais des outils qui sont super intéressants. Un 10 d'innovation, ça, j'en ai vu qui disaient hey, c'est vendredi après-midi, le vendredi innovation. Tu sais, on peut dire au monde, ben regarde, prends 10 de ton temps, on ne te demandera pas ce que tu fais, réfléchis à ces choses-là, mais tu peux leur donner une mission précise. Tu n'es pas obligé de dire réfléchis à n'importe quoi. Un autre que j'aime, ils appellent ça les gold cards. C'est un billet que tu vas mettre dans ton sprint. Chaque membre de l'équipe a le droit à un, puis ce n'est pas nécessairement tous les sprints. Ça dépend de un petit peu ton budget là, que tu veux donner à ton équipe. Mais tu leur dis, regarde, ça, c'est à toi. Définis quelque chose, puis tu nous le présenteras après ça à la revue du sprint. Tu nous diras qu'est-ce que tu as fait avec ton billet. C'est à toi. Puis le dernier, c'est du temps alloué en disant, justement, là, dans ta semaine, au lieu de dire c'est 10 on va plus dire, entre tes meetings, on va faire ça un petit peu moins serré, puis on va donner un petit peu de jeu à l'équipe. On va essayer de réduire le nombre de réunions pour, justement, qu'il y ait du temps pour réfléchir, pour innover. All right. Il m'en reste deux. Spontané cognitif. Son exemple d'Isaac Newton. Tantôt, je parlais de mon Archimède qui était dans son bain. Il était conscient de ce qu'il faisait. Newton, il pensait à plein d'affaires. Newton, quand il a vu tomber la pomme, ça a monté instantanément parce que lui, dans le fond, son cognitif, il était occupé à ça. Par contre, il était en train de faire une activité qui n'avait aucunement rapport avec ce qu'il faisait. Fait qu'à la différence d'Archimède, qui était comme concentré sur le problème, Newton, il pensait à plein de choses, mais en faisant ça, il a fait « Ah! Je viens de faire le lien avec mon histoire. Ah là, je viens de comprendre la gravité, là, je comprends la loi, puis tout ça en recevant une pomme sur la tête. » Donc, dans le fond, un spontané cognitif, c'est plus de développer des étapes de créativité, de créer des occasions où est-ce que tu es sorti de ton contexte. Puis il y a une différence entre changement de contexte puis multitasking. Il y a bien du monde qui disent que c'est la même affaire, c'est pas la même affaire. Changer de contexte, c'est dire je suis intentionnellement, pendant une période de temps, en train de faire d'autres choses, mais je suis concentré sur cette autre chose-là, puis je peux penser à d'autres choses. Ce que ça va donner, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le mob programming pour ça. Pas pour l'exercice en tant que tel, mais pour le changement de rôle. Tu vas être navigateur, tu vas être conducteur, tu vas être observateur, expert, tu vas te promener de chaise en chaise, bien, ça va stimuler ta créativité, même si tu restes dans le code. Puis ça, le monde l'oublie comme avantage bien souvent. Tester, automatiser, moi, souvent, Puis l'exemple de ça peut être aussi que tu t'envoies quelqu'un au service à la clientèle. Moi, dans le fond, mettons, je le vois comme une personne qui va être un ingénieur ou un gestionnaire ou n'importe qui. Hey, on va te faire tester pendant une semaine. Comme ça, tu vas le voir d'un autre angle. Tu sais, ça peut être ça aussi. Tu n'es pas obligé de sortir de ton cadre de travail. Par contre, ce qui aide beaucoup, puis moi, c'est mon type de créativité. Je vais aller faire un jogging ou je vais faire quelque chose d'autre. Bien, les liens vont se faire dans ma tête. Fait que des fois, des activités hors spécialité, justement, tu vas faire, je ne sais pas moi, tu vas servir les clients pendant un bout de temps, mais ça te sort de ton contexte puis ça va stimuler ta créativité. Donc, c'est à peu près ça qu'on regarde. Le dernier, lui, il est plus, je dirais ésotérique, mais c'est le spontané émotionnel. Là. On parle vraiment d'un artiste à ce moment-là. Puis on en a tous connu dans les milieux de travail ou dans nos équipes, des gens que des fois, ils partaient. Là. Puis des fois, bien, c'est bien épeurant de les voir parce que les autres, ils partent, puis là, ils créent quelque chose, puis ils disent hey, « qu'est-ce qui va sortir de là? » Ils vont-tu faire quelque chose que personne ne va comprendre après puis que je vais être pogné avec? Tu sais, c'est bien inquiétant, mais dans certains contextes, par exemple, tu en as besoin. Fait que des fois, il y a des contextes. Tu sais, moi, je pense qu'un des exemples, j'en ai un, qu'on a fait une migration vers le cloud récemment, puis là, on avait un gros deadline, puis on avait super gros de problèmes. Puis ce gars-là, sorti de nulle part, il est arrivé avec une série de solutions. Juste parce qu'on lui avait donné du temps puis il y avait pensé. Là, il lui a dit, en passant, je pense que j'ai des idées, puis il est venu avec l'équipe. Puis c'est des moments où est-ce qu'on le voyait partir, puis que, hey, comment ça, tu n'as pas de livret de story pendant 2-3 jours? Bien, lui, il est en train de penser à ça. Bien, savez-vous quoi, ça a servi pareil. Fait que
le fait de respecter ça, puis de dire, OK, ben je te reconnais comme quelqu'un de compétent, je te fais confiance, puis lui donner cette art-là, bien, ça crée un environnement qui a permis de se développer. Puis c'est pas quelqu'un que tu peux le mettre dans un... Cette personne-là, c'est pas quelqu'un que tu vas mettre dans un workshop, puis dire, on va t'asseoir avec l'équipe pendant une journée, puis pense, puis à la gang, on va trouver la solution. Ça marche pas. Lui, c'est l'inspiration, ça va sortir, ça va être spontané. Ça, c'est un petit peu plus touché là, pour qu'est-ce qu'on met en place. Puis, honnêtement, je pourrais faire une présentation là-dessus. Puis, d'ailleurs, après-midi, il y a celle de Dave, si vous êtes intéressé pour les héros. Dave, tu vas sûrement en parler des triangles. Un peu? OK. De rien pour la plug. Pour les postures créatives, en fait, là, c'est... on va parler d'une orientation où est-ce qu'on victimise les gens ou qu'on se voit comme un sauveur ou qu'on se voit comme persécuté un peu. Puis changer ce mindset-là pour dire, bien, la personne qui en fait, que je vois comme m'attaquant, là, est un persécuteur, en fait, c'est quelqu'un qui me challenge. Puis tu ne viens pas sauver les autres, tu viens les coacher. Puis la personne qui est challengée, c'est un créatif. Si tu utilises ce mindset-là, tu crées un environnement pour la créativité. L'autre affaire, bien, j'ai donné l'exemple tantôt, accueillir les interruptions. Tu sais, moi, quand je disais j'essayais de performer dans ma réunion puis d'être parfait facilitateur, mais je ne laissais pas l'espace. Puis mon gars qui avait peut-être eu besoin d'une minute pour expliquer son affaire, juste pour créer de l'enthousiasme ou se stimuler lui-même, j'aurais dû peut-être lui donner un petit peu d'air. La dernière chose aussi, c'est l'inclusion. Mon gars de migration, dans le fond, comment on l'a su, ces solutions? On ne l'aurait pas su si on n'avait pas eu le vendredi après-midi, pendant 1 heure, les gens sont invités à faire des présentations sur n'importe quoi. Puis ce gars-là réfléchissait de son bord depuis un sacré bout de temps, puis on était à 2 mois de la livraison, puis on n'était pas au courant de ses idées. Mais juste le fait qu'on l'a invité à un learning hour, c'est dire, bien, viens présenter quoi qui te passionne, ce qui t'intéresse. Il a présenté ses idées, tout le monde est tombé sur le cul, puis le lendemain, on a effacé le plan, puis on a mis ses affaires à la place. Fait que c'est juste le fait d'avoir créé cet espace-là pour cette personne-là, on a amélioré nos chances de succès sur notre livraison. Donc, juste pour conclure, la créativité avant la performance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire de ne pas éteindre les gens. Ça veut juste dire de reconnaître qu'il y a cette créativité-là. Puis une des métaphores que j'aime beaucoup par rapport à la créativité, c'est personne n'est un génie. Le mot génie, à l'origine, c'était de dire le génie passe à travers de toi. Ah, j'ai eu du génie qui m'a passé à travers de moi. Mais ça peut être individuel comme ça peut être collectif. Moi, quand je vois ça, puis quand je regarde un petit peu les méthodes, je vais passer cette slide-là. Si j'ai du temps à la fin, je vais y revenir. Mais tu sais, j'ai pas pensé à ça tout seul, cette présentation-là. Tu sais, j'étais allé converger, j'étais allé chercher des livres. Donc, je parlais d'Arne Dietrich, j'ai plugué Dave. Le livre à Dave est très bon, on fait ça. Mais tu sais, tu mets ensemble toutes ces connaissances-là, puis tu vas chercher ça, mais la créativité va te traverser. Mais si tu ne crées pas l'environnement, puis tu ne crées pas la chance de le faire, mais si tu l'éteins, tu ne pourras pas te rendre là. Il y a un type qui s'appelle Mark Twain. Je n'ai pas eu le temps de rechercher qui c'est ce gars-là, mais ce qu'il disait, c'est que les connaissances dans le monde, des fois, ça converge. Si on regarde la communauté agile, comment ça s'est passé, là, puis tu le regardes à très haut niveau dans les 10, 15, 20 dernières années, comment ça a convergé, puis pourquoi on est là aujourd'hui, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce qu'à maintenant, on va frapper le fond. Là. Il va arriver quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais il va arriver quelque chose où est-ce qu'on va dire, ah, bien, on a atteint la limite de ce paradigme-là ou de cette façon-là de travailler qu'on a, puis il va falloir penser à d'autres choses. Mais la beauté là-dedans, c'est qu'on est déjà tous en train de réfléchir à ça, puis que tout le monde a des idées qui se disent géniales, puis qui vont être fiers, j'ai créé quelque chose de nouveau, mais en fait, c'est notre collectif qui l'a comme amené. Fait que l'idée est déjà là, puis l'idée, elle se promène déjà. Puis moi, c'est ça que je trouve qui est la beauté de ça, parce que si on le promouvoit et on crée cet environnement-là, bien, ça va nous bénéficier à tous. La personne qui va travailler dans une équipe, autant que le gestionnaire, autant que n'importe qui est impliqué là-dedans. Fait que la performance reste importante. Il faut continuer à mesurer, là, mais la créativité, il faut la laisser allumer. Donc, c'est pas mal ça. Je peux revenir à mon autre slide, là, s'il me reste du temps. Il me reste du temps? Non? Ben voilà.